Fin à Bamako des travaux de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. L'une des principales décisions est l'élection à la vice-présidence de la région du directeur général des douanes du Mali. Nous ferons également le point des recommandations qui ont sanctionné la rencontre. C'est parti ce vendredi pour la 3e édition du Salon des médias au Mali. Durant quelques jours, les acteurs du domaine vont se côtoyer et surtout discuter autour des défis auxquels le secteur a fait face. La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique est le thème de l'édition 2024. Hadj 2024, le premier convoi de la filière gouvernementale est arrivé hier à Médine. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir et installer les 308 pèlerins. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux à la Mecque. À Sport Football, finale de la Coupe du Mali, elle oppose demain le stade malien de Bamako à Afrique Football Elite. Dans les QG, les joueurs, l'encadrement ou encore les dirigeants des deux équipes mettent les bouchées doubles. Les enjeux de la rencontre dès le début de cette édition avec Daouda Koné. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'événement au Mali, à savoir le sport et du football, précisément la finale de la Coupe du Mali édition 2024. Le stade malien de Bamako sera opposé à Afrique Football Elite demain samedi. Dans les QG, les joueurs, l'encadrement et les dirigeants des deux clubs mettent les bouchées doubles. Les enjeux de cette finale, c'est avec Daouda Koné. Mise en jeu en 1961, la Coupe du Mali de football est une fête du football au Mali. La finale de la 63e édition met aux prises Afrique Football Elite au stade malien de Bamako. Deux équipes qui se sont affrontées 2 fois cette année en championnat national Ligue 1. Une victoire chacune. On va être prêt, on va être ambitieux, on va être déterminé, engagé. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est ce que je suis en train de mettre dans la tête des joueurs. On n'a pas besoin de montrer qu'on sait jouer. Déjà, on sait jouer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut gagner la coupe. A fait en finale d'une coupe nationale une première depuis la création de cette équipe. Je pense que c'est quelque chose de magique. S'ils arrivent à remporter ces trophées, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le stade malien de Bamako, premier vainqueur de la Coupe du Mali en 1961, déjà au même stade Mamadou Konaté, ira à la conquête de son 23e trophée dans ce même stade 63 ans après sa première Dame Coupe du Mali. Afrique Football Elite veut créer la sensation pour remporter une finale historique. La finale de la Coupe du Mali édition 2024 à suivre en direct sur nos antennes et sur l'ensemble de nos plateformes digitales à partir de 16h. Dans l'actualité également, les rideaux qui sont tombés hier sur les travaux de la 30e conférence des directeurs généraux et commissaires des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. À l'issue de 2 jours de travaux, la conférence a adopté une panoplie de recommandations en vue de promouvoir la coopération douanière. Autre décision, l'élection du directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, à la vice-présidence de la région AOC-OMD. Mamadi Koné pour le reportage. C'est à l'unanimité que le directeur général des douanes du Mali a été élu à la vice-présidence de la région AOC-OMD pour un mandat d'1 an. Il a remplacé à ses postes le directeur général des douanes du Nigeria. Le vice-président joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'OMD et des administrations douanières de la région. Il assure l'interface entre les directeurs généraux et le secrétariat général de l'OMD. Nous sommes dans la confiance renouvelée au Mali depuis notre proposition de candidature pour organiser la conférence jusqu'à ce soir. Merci donc, cher DG, cher commissaire, pour la confiance. Je voudrais remercier également les plus hautes autorités du Mali pour leur autorisation, leur soutien et leur accompagnement permanent. Je voudrais rassurer enfin les pères directeurs généraux des douanes et commissaires généraux de tout l'engagement du service des douanes du Mali, et évidemment avec leur appui et leur accompagnement, et avec l'appui, l'accompagnement et l'engagement aussi de tout le collectif des agents des douanes du Mali
pour que nous, à l'heure du bilan, pour que nous soyons à hauteur d'attente. Pendant les 2 jours de travaux, les participants ont examiné et analysé les présentations du rapport d'activité du secrétariat général de l'OMD, de la vice-présidence et des autres structures de la région. Ils ont aussi abordé les axes de la politique générale de la région et les questions techniques, budgétaires et financières. Les échanges autour des différentes thématiques ont permis de formuler plusieurs recommandations. À la vice-présidence de poursuivre et vulgariser le plan stratégique 2023-2027 auprès des administrations des douanes. À assurer le suivi de la mise en œuvre effective de l'évaluation de la feuille de route annuelle du dit plan stratégique auprès des administrations douanières. Au regard des résultats des travaux, le ministère de l'économie et des finances pense tout simplement que la région OMD-AOC est sur la bonne voie. La mise en œuvre de ces recommandations par les acteurs concernés permettra à la région OMD-AOC, mais aussi aux administrations douanières de nos pays, d'atteindre leurs objectifs communs. Aussi, votre proactivité face aux défis de l'heure et l'accompagnement de vos partenaires constituent des atouts incontournables. Pour répondre aux attentes du secrétariat général de l'OMD et des États membres, la région devra accélérer sa modernisation, renforcer la coopération infrarégionale et mobiliser davantage ses partenaires. J'ose espérer que c'est dans cette perspective qu'iront toutes les initiatives et actions de la nouvelle vice-présidence à laquelle je présente mes félicitations et mes vœux de pleine réussite. À noter que 20 sur les 24 pays de la région AOC-OMD ont pris part à la conférence de Bamako. Quant à la 31e conférence, elle aura lieu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La 3e édition du Salon des médias au Mali a ouvert ses portes ce vendredi. L'événement mobilise la presse nationale et des médias venus de l'étranger. Durant quelques jours, les acteurs du domaine vont se côtoyer et surtout discuter des défis auxquels le secteur fait face. Le thème de cette édition 2024 est la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Eridjou Matina, Adama Kamara. Forte mobilisation autour de la 3e édition du Salon des médias au Mali. Contrairement aux 2 précédentes éditions, celle de cette année enregistre la participation massive de la presse malienne de Bamako comme à l'intérieur du pays, ainsi que la presse sous-régionale avec 25 organes de médias venus de l'Afrique. Initié en 2022, le SAM Mali, qui se veut un rendez-vous d'échange sur les enjeux multiformes auxquels le secteur est confronté, comporte plusieurs innovations cette année. Le Salon des médias est un espace d'échange et de rencontre entre les hommes des médias, mais aussi avec les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs et les followers. Cette année, nous avons apporté des innovations, à savoir la journée des dons de sang et la soirée d'hommage à nos confrères Oumou Diarra Diema de l'ORTM Chendé et Yaya Koulibaly Yaskoul, des grands monuments de la radio. La seconde soirée, dénommée Nuit des médias, récompensera les hommes des médias de l'ombre. Je voudrais dire un grand merci aux organisateurs de nous avoir associés à cet événement qui, j'en suis sûre, sera une source d'enrichissement au plan journalistique pour nos médias. Durant 3 jours, plusieurs activités seront menées, dont une journée du don de sang, fortement appréciée d'ailleurs par la marraine de l'événement, colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Madame le ministre de la Santé et du Développement social est particulièrement touchée par l'initiative du don de sang, qui est une activité de solidarité et de préservation de la vie. La presse malienne contribue à faire mieux comprendre aux amis maliens la modernisation à la chinoise, les perspectives et les opportunités du développement des partenariats entre nos 2 pays. À cet égard, l'ambassade de Chine au Mali est prête à collaborer avec les médias. La professionnalisation des médias au Mali et en Afrique est au centre de cette 3e édition. Le SAM Mali résulte de l'engagement de la grande famille de la presse malienne à accompagner son pays en vue de faire face aux difficultés du moment. L'organisation de ce salon est la modeste contribution de la presse malienne
au combat que notre pays mène, le combat de la souveraineté, le combat de la compréhension par le reste du monde. Pour cette 3e édition, le thème que vous avez choisi, professionnalisation des médias au Mali et en Afrique, cadre parfaitement avec les missions de notre département. Au-delà de ces thèmes, nous devons nécessairement aujourd'hui consolider la professionnalisation des médias. C'est pourquoi nous avons engagé une amélioration des textes qui régissent la profession appelée convention collective des médias au Mali. Je suis heureux de vous informer que ce processus est en phase de finalisation, qui, une fois abouti, résoudra les préoccupations des acteurs des médias. Pendant le salon, les professionnels des médias venus un peu partout au Mali et dans la sous-région enregistreront sur place des émissions et échangeront avec le public. Des panels autour des sujets relevant du domaine des médias seront animés par d'éminents journalistes. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a fait le tour des différents stands, histoire d'apprécier la vitalité et l'évolution du secteur des médias maliens. En marge donc des travaux de la 3e édition du Salon des médias, une nuit d'hommage est organisée pour célébrer 2 animateurs socio-culturels décédés courant 2023. Ça a été dit, il s'agit de Oumou Diarra, dite Diamant, et Yaya Koulibaly, dit Yaskoul. Reportage Ibrahim Kaoukonaté, Aruna Diarra. Arraché à l'affection de tous, Feu Oumou Diarra, dite Diema, de la radio chaîne 2 de l'ORTM, et Feu Yaya Koulibaly, dit Yaskoul, de la radio Baoulé, ont été célébrés par les organisateurs du Salon des médias. Nous avons dédié cette soirée spéciale en leur hommage pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour ces métiers. L'initiative a été hautement appréciée par les parents et collaborateurs des illustres disparus. Le Salon des médias, c'est une très bonne initiative. C'est une première fois pour moi-même d'être là. Donc pour pouvoir rendre hommage à Yaya. Je pense que l'initiative est louable et c'est très important également. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir pour sympathiser avec les organisateurs et envoyer également un signal fort à la famille et aux proches collaborateurs, tous ceux qui ont connu Oumou Diarra, et honorer ce soir encore, partager notre sympathie avec eux, et dire également que nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Cette soirée, dédiée aux célèbres animateurs, a été rendue possible grâce au concours de l'ORTM et de la Maison de la Presse. Une occasion également pour les artistes de leur rendre un hommage mérité. Œuvre sociale du président de la transition, les 363e et 364e forages sont réalisés au Palais des Pionniers à Dianéguéla, en commune 6 du district de Bamako. Ces infrastructures permettent désormais aux usagers et à la population riveraine d'avoir accès à l'eau potable grâce à cette initiative présidentielle. La marche vers la couverture de l'ensemble du territoire national en eau potable, une initiative présidentielle bien en place qui touche ainsi le palais des pionniers érigé à Dianéguéla en commune 6 du district de Bamako. L'établissement reçoit les 363e et 364e forages issus des œuvres sociales du président de la transition. Le palais des pionniers est très significatif parce qu'on sait que le travail que les pionniers font, c'est la citoyenneté. Le président de la transition a voulu les encourager tous les enfants en général à partir vers la citoyenneté, que l'amour du pays soit plus visible. C'est dans ce cadre-là que les œuvres sociales sont là aujourd'hui. On est en train de se diversifier et de s'intensifier. Vous savez, le président il a pris un engagement d'appuyer le palais des pionniers. Cet engagement n'a même pas pris du temps. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que dans le palais des pionniers, il y ait 2 forages. Et ça tombe à pic. C'était comme si c'était prédestiné. Les forages ainsi inaugurés constituent un appui de taille aux usagers du palais des pionniers et à la population riveraine en matière d'accès à l'eau potable. Toutefois, la viabilité de ces réalisations, rappelle Agibou Damele, est tributaire d'une utilisation judicieuse. À la direction du palais d'entretenir bien ces forages afin que d'autres aussi puissent en profiter. Dire aux pionniers qu'on les a offert ces 2 châteaux, ce n'est pas qu'ils s'amusent, c'est qu'ils puissent étudier la citoyenneté et transmettre la citoyenneté. Nous avons attiré leur attention là-dessus pour leur dire qu'aujourd'hui nous avons une très grande chance d'avoir
des forages pour le Palais des Pionniers. C'est vraiment une chance immense. Et cette chance-là, nous l'avons saisie. Et aujourd'hui, il faut l'entretenir. Reconnaissance du mérite, la direction générale du Palais des Pionniers a offert des cadeaux symboliques au président de la transition. Il s'agit d'un foulard et de 2 tableaux portant l'hymne national et la loi des pionniers. L'occasion a été mise à profit pour procéder à la plantation de quelques pieds d'arbres dans les locaux de la structure. Les lampions se sont éteints la nuit dernière sur la semaine de l'intégration africaine au Mali, du 25 au 30 mai. Le continent a été célébré à travers des activités éducatives, sportives et ludiques. Le but, renforcer l'unité africaine et magnifier la diversité culturelle sur le continent. On fait le point avec Bokari Koulibaly et Alkaou Traoré. L'Afrique magnifiée dans toute sa beauté et sa grandeur par ses enfants. Style vestimentaire, gastronomie, chant, danse, bref, tout était à l'africaine. Aux couleurs du continent, ils sont plus d'une quinzaine de pays africains à célébrer le berceau de l'humanité à la nuit de l'intégration africaine. Chaque année, la dynamique de l'intégration africaine se renforce dans notre beau pays. Cela témoigne non seulement de notre engagement collectif, mais aussi de notre détermination à bâtir un continent uni et prospère. Espace de brassage interculturel, la nuit de l'intégration africaine est un véritable catalyseur du panafricanisme. La présente nuit est dédiée à célébrer l'Afrique, à magnifier sa diversité culturelle, un atout incommensurable, à se ressasser les bons souvenirs et à renforcer davantage les liens indéfectibles qui nous unissent en tant qu'Africains pour fortifier l'intégration africaine. Durant mes 3 années d'ambassadeur du Tchad au Mali, c'est pour la première fois que j'assiste à un tel événement. C'est une première qui mérite d'être magnifiée et pérennisée pour renforcer davantage la solidarité entre nos communautés et par ricochet entre nos États. La nuit de l'intégration africaine, c'est aussi celle de la joie et du cousinage à plaisanterie. Et c'est le ministre de l'intégration qui se prête au jeu à l'endroit de son collègue de la culture après la visite des stands où était exposé un parterre de plats africains. Je voudrais féliciter l'ensemble des pays frères africains qui ont exposé dans les beaux stands qu'on vient de visiter, qui ont préparé ces bons mets que nous avons dégustés, que mon cousin Ndogoli a fini par faire ce qu'on appelle au nord pongué, parce qu'il ne voulait pas sortir de la salle. Et vous dire, c'est ça l'Afrique. Et c'est toutes ces valeurs et cette authenticité qui font la beauté et la fierté de l'Afrique. La journée mondiale du lait est célébrée demain 1er juin. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche livre un message sur l'importance du lait pour la santé et le développement économique. Il met en lumière les efforts du gouvernement pour soutenir la filière laitière, améliorer la qualité et la sécurité alimentaire ou encore promouvoir la consommation locale. Agibou Koulibaly. Cette 19e édition de la Journée mondiale du lait vise à sensibiliser le public sur l'importance du lait, à valoriser le travail des éleveurs et à montrer l'engagement du gouvernement dans le développement de cette filière essentielle. L'édition 2024 a pour thème évocateur l'aménagement des espaces pastoraux, facteur d'augmentation de la production laitière et le maintien des effectifs sur notre territoire. Ce thème cadre parfaitement avec la vision de nos hautes autorités de faire du sous-secteur de l'élevage un véritable levier de la croissance économique de notre pays à travers la stabilisation de notre bétail. Le ministre souligne l'importance du lait comme source essentielle de nutriments pour les populations. Le potentiel laitier est estimé à 1,75 milliard de litres, dont indisponible de 966 753 000 litres. Malgré ces atouts, la consommation moyenne de lait par habitant et par an reste encore faible. Elle est estimée à environ 44 litres de lait par personne et par an, ce qui est largement en deçà de la norme de 62 litres préconisée par la FAO.
Occasion pour Youbaba d'évoquer les initiatives prises par le gouvernement pour soutenir les éleveurs et développer la filière laitière. La journée mondiale du lait ne revêt pas seulement une dimension alimentaire et diététique. La filière lait locale a une dimension hautement politique et stratégique. Des initiatives sectorielles ont été certes prises, tant au niveau régional que national, à travers la stratégie régionale sur l'offensive lait local et son programme prioritaire d'investissement. Le ministre aborde aussi les défis rencontrés par les éleveurs comme l'accès aux ressources, les conditions climatiques ou les obstacles économiques. Le ministre Youbaba d'inviter les consommateurs maliens à privilégier le lait produit localement pour soutenir les éleveurs nationaux et renforcer l'économie locale. Hajj 2024, le premier convoi de la filière gouvernementale est arrivé hier à Médine. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir et installer les 308 pèlerins. Nous faisons donc le point avec nos envoyés spéciaux à la Mecque, Nouhoum Sissoko, Brahima Koulibaly et Ousmane Traoré. Médine, la cité religieuse du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a accueilli hier en début de soirée les premiers pèlerins maliens de la filière gouvernementale. Après plus de 6 heures de vol, ces pèlerins affirment avoir voyagé dans les meilleures conditions. On est parti à Bamako dans de bonnes conditions avec Egypt Air et on est arrivé à Médine dans de très bonnes conditions. Vraiment, on n'a pas eu de problème au cours du voyage et même à l'arrivée, jusqu'à présent et jusqu'à Médine ici. Grâce à Dieu et grâce à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après leur arrivée à l'aéroport international Prince Mohamed Ben Abdelaziz de Médine, la sous-commission de transport a pris des dispositions pour faciliter le transport des pèlerins vers l'hôtel prévu pour l'hébergement. Techniquement, on n'a rien vu ici comme anomalie. Les pèlerins sont venus dans les meilleures conditions et il n'y a pas de problème. On a reçu les pèlerins et leurs bagages et tout va bien, alhamdulillah. 308 pèlerins et puis ils sont tous venus sans problème. Au total, la filière gouvernementale encadre près de 2000 pèlerins pour le Hajj 2024. 77e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. Le Mali est représenté par une forte délégation conduite par la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, est intervenu sur le thème « Tous pour la santé et la santé pour tous ». Suivons un extrait de son intervention. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués délégués, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous adresser au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et aux miens propres, mes remerciements les plus sincères pour les efforts inlassables que notre organisation commune ne cesse de déployer depuis de nombreuses années en faveur de mon pays. Le Mali souscrit aux déclarations faites par la région africaine. Mon pays se félicite de la pertinence du thème de cette 77e Assemblée, tous pour la santé et la santé pour tous. En effet, pour tous, la santé pour tous nécessite que chacun puisse avoir la chance, la possibilité de bénéficier de services de santé de qualité sans risquer de plonger dans des difficultés financières. La couverture sanitaire universelle est un puissant outil au service de l'équité. Sa mise en place assure la santé pour tous, renforce la sécurité sanitaire, réduit la pauvreté et améliore l'égalité entre les hommes et les femmes. Mon pays, le Mali, pour parvenir à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, s'est engagé à améliorer l'offre de services, à satisfaire la demande et à mettre en place un mécanisme de financement solidaire et accessible à tous. Pour l'amélioration de l'offre de soins, une vaste réforme du système de santé a été engagée. Ces réformes ont pour but de rapprocher davantage les soins de santé de qualité aux usagers. Dans le souci de permettre l'accès de toutes les couches de la population malienne, particulièrement les plus vulnérables, aux services de santé, le gouvernement travaille d'arrache-pied pour instituer un régime d'assurance maladie unique qui couvrirait toutes les catégories sociales, riches comme pauvres, par des mécanismes plus adaptés. Validation de la première phase d'un projet relatif à l'élimination des VBG au Mali, fruit d'un partenariat entre le gouvernement, l'Agence italienne pour la coopération au développement et le Fonds des Nations Unies pour la population. Moussa Kamara pour le détail.
Démarré pendant le Covid-19 en 2020, le projet contribue à l'élimination des violences sexuelles et violences basées sur le genre, a eu des impacts positifs sur la santé des femmes. Avec une enveloppe financière de plus de 2,280 milliards, le projet a couvert les régions de Sikasso, Mopti et le district de Bamako. L'une des grandes réalisations, c'est surtout la capacité du projet de pouvoir apporter une offre de prise en charge holistique aux femmes survivantes de violences basées sur le genre. Au regard des résultats enregistrés et le souci de consolider les acquis, l'UNFPI et l'Agence italienne de coopération se sont engagés à poursuivre leur partenariat pour soutenir la seconde phase du projet. Nous avons bâti une deuxième phase, on peut appeler de projet, qui, à part renforcer les acquis qu'on a eu avec la première phase, va inclure une nouvelle région. La région des Ségou, parce qu'on a vu que les besoins sont toujours présents. Donc, pas seulement on va renforcer ce qu'on a déjà fait, mais on va ajouter aussi une nouvelle région comme zone d'intervention. C'est à la faveur d'un atelier que les acteurs de la mise en œuvre du dit projet échangent sur le rapport général d'exécution. Nous sommes là pour un peu analyser les avantages, les acquis de ce projet, mais aussi ce qui a été relevé comme insuffisance et même les recommandations qui ont été faites pour que la deuxième phase puisse prendre ça en compte en vue de combler les déficits en termes d'information ou en termes de prise en charge, en tout cas qui ont été constatés sur le terrain. À noter que la seconde phase du projet de renforcement de l'accès aux services de santé reproductive a été lancée ce mardi 28 mai à Bamako. Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac, un thème d'un débat organisé par l'OMS à Bamako. La conférence vise à informer et sensibiliser le public, notamment les jeunes, sur les méfaits de la consommation du tabac sur la santé humaine. Sokona Kamisoko. Parmi les mots qui minent aujourd'hui la société, figure en bonne place la consommation des stupéfiants, notamment par les jeunes. Il s'agit de la cigarette électronique, de la chicha, de la nicotine, pour ne citer que ceci. Des produits aux conséquences incalculables sur la santé. C'est pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a choisi comme cible les clubs anti-tabac pour sa séance d'information et de sensibilisation. C'était autour du thème « Protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac ». Ce thème offre une plateforme aux jeunes du monde entier pour demander à l'industrie du tabac de cesser de les cibler avec les produits nuisibles pour leur santé. Le réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants, Relutas, est résolument engagé à la défense de la santé des personnes à travers la lutte contre le tabac sur toutes ses formes. Le Relutas plaide auprès des autorités pour l'application des textes. Bien que la tendance de consommation générale de tabac soit en baisse, la jeunesse constitue malheureusement la frange de plus en plus impliquée selon l'OMS. Le tabac constitue la deuxième cause de décès au niveau mondial. La lutte anti-tabac est multisectorielle et s'articule autour de certaines stratégies comme la lutte contre le commerce illicite du tabac, la réduction de la consommation, la taxation des produits du tabac, les interdictions formelles des parrainages et publicités du tabac. La rencontre s'inscrit dans le cadre du 31 mai, Journée mondiale sans tabac. Dans un communiqué conjoint, les présidents des conseils régionaux de la jeunesse acceptent la poursuite du processus de mise en place d'une fêtière plus inclusive. Ils viennent de trouver un terrain d'entente avec la Commission nationale de mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali. Suivons plutôt la porte-parole du CNJ au micro de Benoko Fofana et Sambou Diakité. Au terme des échanges, les parties ont convenu de ce qui suit. La participation de tous les acteurs, présidents régionaux, locaux et communaux à la dynamique enclenchée par le département en charge de la jeunesse. La vulgarisation des nouveaux textes à travers l'organisation d'ateliers de restitution dans les régions et les communes du district de Bamako. La poursuite du processus de mise en place avec la mise en compte des points d'amélioration opérés au niveau des textes. Les partis saluent et félicitent Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne pour sa clairvoyance, sa sagesse et son leadership qui ont permis d'accéder à cette entente retrouvée entre les différentes parties dont le but commun
est de mettre en place une fêtière plus inclusive et renforcée au profit de la jeunesse malienne. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services évalue les performances obtenues par les communes concernées par le projet. C'est en vue de la poursuite des activités. Les détails avec Mamadou Fane. Le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services de riposte locale au Covid-19, PDRAS, vise à augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités territoriales. Cet atelier est donc l'occasion de faire le point du niveau de mobilisation des fonds alloués à ces communes et d'identifier les problèmes survenus. Notre objectif ultime, c'est de faire en sorte que les 102 communes partenaires du projet qui couvre à peu près 4 millions de Maliens puissent observer, bénéficier des services sociaux de base améliorés en quantité et en qualité. Cet objectif ne peut être atteint qu'à l'issue d'une évaluation de performance. Et toutes les évaluations de performance au niveau du PDRAS ont été un succès grâce aux différents acteurs. Les échanges sur la mise en œuvre des fonds 2021, 2023, 2024 du projet et la dotation conditionnelle des performances aux communes du projet seront examinés par les participants. Mais cet exercice aussi, c'est la première fois qu'on le fait. Et ça fait partie de l'activité pédagogique que vous avez toujours fait pour rehausser notre niveau de compréhension, de service à rendre à nos collectivités, à nos populations dans nos collectivités qui ont bien voulu nous choisir. Cet atelier d'évaluation des performances du projet dans les communes est une recommandation d'une mission d'audit. Un tour à l'intérieur du pays avec d'abord Orange Mali qui lance à Ségou sa fibre optique. C'est pour promouvoir l'inclusion numérique en 4e région. Honoré Thienou. L'Internet haut débit, une avancée technologique qui vient de renforcer l'engagement de Orange Mali à promouvoir l'inclusion numérique et du coup développer des compétences numériques dans la région de Ségou. La fibre optique qui vient d'être lancée permet un accès illimité à l'Internet de grande performance 24/24. Le plan Mali numérique 2020 avait identifié 6 axes majeurs dont le premier est de généraliser l'accès aux réseaux et services numériques. Ce point est à ne pas douter le socle sur lequel repose toute l'économie numérique. La société Orange Mali vient ainsi avec son service Internet haut débit, la fibre optique. Elle confirme par cette occasion son leadership et exprime son expertise qu'il me plaît de saluer, de même que son engagement à nos côtés dans la mise en œuvre de nos politiques de développement économique, social et culturel de nos collectivités pour le bien-être de nos populations. À Ségou, c'est désormais des expériences en ligne fluides et stables. Aussi, la fibre optique offre spécialement sur mesure pour des entreprises de toute taille. Le lancement de la fibre 100% fibre Orange à Ségou s'inscrit résolument dans cette dynamique d'entrée dans une nouvelle ère digitale où l'Internet gagnerait à être plus performant et sécurisé. Le lancement de la fibre à Ségou revêt toute sa place. Ségou est donc doté d'une technologie de pointe pour l'exploitation à haut débit de l'Internet après l'étape de Bamako en 2018 et Kay en 2023. Non loin de là, à son tenue de la première journée interordre professionnel de la santé, c'est autour du thème devoir de l'agent de santé et droit du patient, vente illicite des médicaments. Drissa Kone pour les explications. Les journées interconfessionnelles transfrontalières des jeunes sur l'entrepreneuriat agricole familial, 8e du genre, a regroupé cette année plus de 400 participants venus du Mali et du Burkina Faso. Outre les conférences et débats, les visites de terrain pour s'imprégner de l'expérience de ceux-là qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat agricole ont marqué les esprits. Nous retrouverons Drissa Kone pour nous parler donc de la tenue à 100 de la première journée interordre professionnel de la santé, certainement dans nos prochaines éditions.
À Tombouctou, le premier cycle fondamental Yahya Al-Kaya Ibrahim, entièrement réhabilité par un natif de la ville. Une action citoyenne et patriotique qui permet aux élèves d'étudier dans de meilleures conditions. Najim Baba Sissé pour les détails. Le premier cycle Yahya Al-Kaya Ibrahim de Tombouctou fait peau neuve, avec d'autres commodités, grâce à l'esprit civique de Mahamoudou Dramé, entrepreneur de son état. Des travaux de réhabilitation et de réparation qu'il a effectués gratuitement sur sollicitation de la direction. Nous avons soumis une lettre au nommé Amadou Dramé qui est venu, vraiment, à qui on ne sait même pas comment dire. Il était venu à l'école, il a vu tous les problèmes qui sévissent à l'école. Il a réhabilité les classes, il a rehaussé le débit des robinets et il a dépanner la pompe qui était en panne. Aujourd'hui, Dieu merci. Après avoir visité le locaux et testé les installations, les autorités scolaires ont remercié le bienfaiteur et témoigné de l'importance de ces actes posés dans l'établissement. Aujourd'hui, les enfants même sont très contents parce que le lundi, quand on faisait rentrer les enfants dans les salles de classe, je les ai dit que moi-même j'ai envie de revenir sur les bancs parce que tellement que ça a été vraiment des salles spécieuses. Lors des états généraux d'éducation, il a été décidé que l'école soit prise en charge par les populations. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à attendre l'aide des partenaires. C'est nous-mêmes en réalité qui devons prendre l'école en charge. Donc l'acte qu'ils viennent de poser, vraiment je crois que s'il y a d'autres individus, ils doivent emboîter le même acte. Aujourd'hui, le cadre de travail des élèves est bien amélioré. Les voisinages tirent également profit des dividendes de cette générosité. Nous repartons à 100 pour cette fois-ci vous proposer le reportage sur la journée interconfessionnelle frontalière. Un reportage signé Idrissa Kone. Les journées interconfessionnelles transfrontalières des jeunes sur l'entrepreneuriat agricole familial, 8e du genre, a regroupé cette année plus de 400 participants venus du Mali et du Burkina Faso. Outre les conférences et débats, les visites de terrain pour s'imprégner de l'expérience de ceux-là qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat agricole ont marqué les esprits. Je faisais le commerce, je faisais la pièce détachée. J'étais là, mais je vois que ça, ce n'est rien. J'ai été à Sangoy avec ces gens-là, j'ai vu ce qu'ils ont en train de faire là-bas. C'est pourquoi je suis venu, je suis engagé. Oui, consciemment. On parle de l'entrepreneuriat agricole qui consiste à faire la volaille, à faire l'embouche bovine, et l'agriculture et le jardinage aussi. Et ça nous permet vraiment de pouvoir subvenir à nos besoins et nous éviter vraiment d'aller rejoindre les groupes djihadistes. Cet événement entre dans le cadre du projet Initiative Paix au Sahel des évêques du Sahel et appuyé par la conférence épiscopale du Mali. Cette rencontre est très importante pour les femmes. On nous dit les différentes techniques de l'agriculture, mais malheureusement, on n'a pas d'appui. Nous avons commencé cette initiative de l'entrepreneuriat jeune sur la frontière depuis des événements malheureux qui se sont passés sur notre zone, entre nos familles. Et nous avons estimé qu'il faut que les jeunes s'engagent dans des activités économiques, collaborer entre eux, de part et d'autre de la frontière, créer de la richesse au lieu de s'adonner à la violence. D'où le thème « Nous sommes tous frères et sœurs ». Cette activité qui s'étend sur 3 jours a permis depuis son avènement un vivre ensemble harmonieux du long de nos frontières jadis en proie à des conflits fonciers. Entrepreneuriat jeune, toujours avec cette fois-ci la 2e édition de Gala Kalamblou qui est lancée. C'est à travers un panel sur le thème « La formation professionnelle comme levier d'insertion des jeunes sur le marché du travail ». Daouda Kone. Le projet Gaïa Kalamblon est une initiative qui offre un soutien aux jeunes qui ont choisi de se perfectionner à travers des formations certifiées et diplômates à court et moyen terme. Les initiateurs nourrissent de nouvelles ambitions en se fixant de nouveaux objectifs pendant cette 2e édition. Gaïa Kalamblon est né l'année passée, donc la première édition. Nous avons eu à former 100 jeunes
au métier de la restauration. Et nous nous sommes rendus compte que la demande tendait vers d'autres métiers. Alors, force est de constater que lorsqu'il s'agit d'artisanat, les employeurs en général font appel à d'autres nationalités, ce qui n'est pas plus mal, mais nous devons mettre en valeur notre jeunesse. La deuxième édition du projet Gaïa Kalamblon se tient dans un contexte particulier où la demande pour des artisans qualifiés continue de croître de manière significative, d'où l'animation du panel pour mieux faire comprendre le phénomène. La formation professionnelle comme levier d'insertion des jeunes sur le marché du travail, tel est le thème de cette deuxième édition de Gaïa Kalamblon. On se rend compte qu'effectivement que la demande du marché elle est différente de ce que l'école produit. Donc il y a obligatoirement une nécessité de trouver une synergie, de trouver des alternatives pour que la jeunesse soit employable. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour accompagner cette initiative. Et le thème du panel est tout d'autant plus intéressant qu'il y a des panélistes qui ont abordé sous différents angles. On a parlé de la santé, on a parlé de la communication et différents secteurs. Des panélistes et d'autres personnalités rompues aux arcanes de la formation professionnelle ont partagé leurs expériences avec les jeunes. Et ce communiqué qui intéresse les startups maliens dans le cadre de la deuxième édition de la semaine du numérique, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, à travers la Direction nationale de l'économie numérique, lance un appel à candidature pour le concours du meilleur projet dans les domaines de la modernisation de l'administration, sécurité ou défense, à travers les outils TIC. Les 3 meilleurs projets seront primés et un prix spécial sera décerné à la meilleure initiative féminine. Les conditions et autres critères de participation sont à consulter. Vous le voyez sur vos petits écrans sur le site donc www.semaine du numérique tout collé .gouv.ml, bamako.ai ou le festival de l'innovation. L'événement a ouvert ses portes hier dans la capitale malienne, un tour dans les stands pour apprécier quelques innovations avec un focus sur l'architecture régénérative, suivant un cas particulier avec Awa Adama Koulibaly. La reconstruction des mausolées détruits à Tombouctou, relatée à Bamako Aï. Cela vous paraît étonnant ? Eh bien, détrompez-vous. Avec l'avancée et l'ébullition numérique dans notre quotidien, l'architecture est aussi en pleine évolution, d'où la promotion de l'architecture régénérative. Un retour aux matériaux ancestraux. J'ai appris par exemple que pour avoir plus de fraîcheur dans la maison, même en forte période de chaleur, ils bâtissaient une maison, un mur d'abord en pierre au dehors, ensuite au fond de la case, ils bâtissaient un mur en banco. Donc ce qui faisait que pendant toute l'année, il y avait moins de chaleur à l'intérieur de la maison. Les matériaux qu'ils ont eu à utiliser, des bancos, des argiles, des berres de karité, comme ils ont eu à dire, et puis des terres de bourrem, et puis des rochers aussi. Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, les mausolées reconstruits n'ont pas connu d'innovation, juste un coup de main de la technologie. La reconstruction exige de respecter certaines choses, notamment l'utilisation des techniques traditionnelles. Les matériaux utilisés, et nous faisons des analyses souvent de certains matériaux. Nous essayons aussi de voir la datation de certains matériaux. Nous avons eu l'occasion de faire des fouilles archéologiques sur le terrain où on a récupéré des objets. Et ces objets, pour les dater, pour trouver leur âge, il va falloir passer par la technologie. Aujourd'hui, il existe des imprimantes 3D pouvant construire une maison en entier avec de la terre. Ajoutez à cela des maisons intelligentes manipulables à distance. Mais attention, il est conseillé de privilégier des constructions adaptées à son environnement. Et nous bouclons cette édition sur une note de tristesse. Berté Aïssata Bengali, ancienne ministre, chevalier de l'Ordre national du Mali, est décédé ce 31 mai des suites de courtes maladies. Ses obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Paix à son âme. Fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.